Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je me retrouve avec monsieur Augustin Gabel. Salut monsieur Gus. Ça va, Lio? Ça va et toi? Très bien, très bien. Eh bien, aujourd'hui, Gus, on se retrouve du côté de l'ACC Coastal avec une grosse équipe. Une des équipes les plus bouleversées, j'ai envie de dire, de cette intersaison, les Miami Hurricanes. Un gros changement après une saison 2021 en demi-teinte, Gus. Ouais, une saison 2021 en demi-teinte, bien que tout ne soit pas à jeter. Il termine sur un bilan de 7 victoires et 5 défaites, dont un 5-3 en ACC. Les victoires notables ont été notamment face à Appalachian State, un match qui s'était joué sur la fin, NC State, Pitt surtout, et Virginia Tech. Avec des défaites, 5 défaites, alors 2 où ça a été débranlé face à Alabama, Michigan State, mais au vu de leurs saisons respectives, c'est pas étonnant. Mais il y a eu des défaites serrées à chaque fois de moins de 3 points face à Virginia, North Carolina et Florida State, qui étaient pas dégueulasses du tout l'an dernier. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la saison n'est pas du tout à jeter. Ils sont allés en bowl, au Tony the Tiger Bowl, face à Washington State, mais qui a été annulé à cause de cas de Covid. Donc voilà, saison en demi-teinte pour Miami, qui a provoqué un gros chamboulement dans le coaching staff, à commencer avec le départ du directeur athlétique qui a été remplacé par Radakovic, l'ancien athlétique directeur de Clemson depuis 2012 en fait. Et si vous regardez bien en fait de 2012 jusqu'à 2021, ce sont les années fastes de Clemson. C'est un très bon ajout. Mais surtout, tu as le départ de Manny Diaz, qui était le coach depuis 3 saisons, qui est parti à Penn State pour prendre le poste de coordinateur défensif. Alors, le bilan de Manny Diaz sur ces 3 saisons, c'est 21 victoires et 15 défaites. Il n'a jamais réussi à prendre le relais de l'ancien entraîneur dont j'ai oublié le nom, Elio. Bref, c'est pas très grave, celui qui avait pris sa retraite. Il a été remplacé par un alumni, un ancien joueur de l'université, Elio, Mario Cristobal. Alors Mario Cristobal, vous le connaissez tous, c'est l'ancien head coach d'Oregon, là où il a remporté 2 fois la Pac-12 en 3 ans. Il arrive avec dans sa poche beaucoup d'assistants, mais il va surtout recevoir un gros contrat de 80 millions de dollars sur 10 ans. Voilà, c'est, je pense, un poste qu'il ne pouvait pas refuser. Il attendait un jour de l'obtenir. C'était clairement son dream job. Et il l'a eu. Donc, de ce côté-là, je trouve ça très bien. Ce qu'il Un, faut un noter, mec, un mec qui est ouais, né, qui est quand même né à Miami, qui a joué à Miami et qui a coaché à Miami. Enfin, c'est vraiment pas anodin cette nomination de Cristobal et Cristobal qui est aussi d'ascendance cubaine, tout comme Manny Diaz d'ailleurs, qui est bien évidemment la diaspora proéminente de Miami. Donc voilà, c'est un vrai retour aux sources pour l'ancien head coach d'Oregon. et je trouve que ça arrive au bon moment parce que Cristobal est un très bon coach. Lui aussi, il était convoité. Et là, Miami est un moment de son histoire où il y a vraiment besoin de repartir de l'avant, surtout avec la NIL dont on parlera dans la preview et qui va grandement les aider. Donc voilà, tout ça arrive, j'ai envie de dire, au bon moment. Alors évidemment, le staff a été totalement renouvelé. Alors déjà avec le départ du coordinateur offensif Rhett Lashlee qui devient le head coach de SMU, qui a été remplacé mais par un très très gros poisson, le coordinateur offensif de Michigan, Josh Gattis, qui a remporté en fait le Bryce Award de 2021, récompensant le meilleur assistant coach du pays. Euh, Pas étonnant, franchement, pas étonnant. C'est un profil, Elio, hein, qui colle bien à celui de Cristobal. Un jeu à la course très développé, une surutilisation des tight ends. Euh, C'est ça. En fait, c'est cohérent. ils ont assemblé deux coachs offensifs, à vocation offensive, hein, qui se retrouvent parfaitement dans le style de jeu. Donc, beaucoup de courses, comme tu le disais. Et on va en parler ensuite d'ailleurs. Mais c'est vrai que Josh Gattis,
l'addition est excellente tant il était lui également convoité et ça aurait même pu être un head coach dans certains programmes. C'est ça qui est assez fou. Ah Et oui, et des bons programmes, hein. ouais, Il serait pas parti à Southern Miss ou des trucs comme ça. c'est ça. Et en parlant de head coach, on a un duo de défensif coordinateur qui a de l'expérience aussi en tant que head coach, Gus. Ouais, du coup, avec ce duo de coordinateurs défensifs, a commencé par Charlie Strong, l'ancien head coach de Texas et de Louisville, qui lui est notamment un spécialiste des linebackers, et surtout Kevin Steele, l'ancien défensif coordinateur d'Alabama, LSU et Auburn, rien que ça, et qui a notamment été intérim head coach de Tennessee. Il arrive de Maryland, Elio, mais Maryland, il n'y est pas resté très très longtemps. Bah, en fait, il avait été nommé défensif coordinateur de Maryland pour la saison 2022. Il avait posé ses affaires dans le bureau. Il avait commencé à recruter des joueurs, puis il a eu l'offre de Miami et il est parti d'un seul coup. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de Kevin Steele comme quoi c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais qui en privé peut te faire ce genre de coup. Il a montré à Maryland, nous on n'a pas trop aimé, mais bon après voilà c'est le jeu hein, aussi parfois on Faut comprend dire que l'offre aussi de que Miami était compliqué ouais, à refuser, mais c'est aussi, faut parler de Kevin Steele dans le sens où il a une grosse expérience de defensive coordinateur, mais il a aussi été intérim head coach pour Tennessee et il a failli reprendre la place de head coach de Gus Malzahn qui est parti d'Auburn à l'époque. Donc voilà, grosse addition pour la défense de Miami. d'ailleurs, Elio, Kevin Steele, justement avec Maryland, a fait le même coup qu'avait fait Manny Diaz à l'époque. Je rappelle que Manny Diaz avait passé une vingtaine de jours en tant que head coach de Temple avant de recevoir l'offre de Miami pour entraîner les Hurricanes. Donc voilà, pour l'anecdote, les deux ont fait un peu le même coup. Cristobal amène avec lui des coachs d'Oregon, à commencer par le très bon O-line coach Alex Mirabal et l'excellent D-line coach Joe Salavea. Voilà, ce sont, je pense, vraiment les deux noms à retenir. Et aussi des assistants qui sont hyper intéressants et qui sont notamment orientés, d'autres assistants qui sont orientés sur le recrutement, avec le coach des DB Jamile Adae, qui est l'ancien DB coach de Georgia. Voilà, ça laisse encore prévoir des grosses classes de recrutement pour Miami. Parce que Miami est un programme qui recrute très bien et qui recrutera encore mieux avec Cristobal, j'en suis persuadé, parce que je pense que les résultats sportifs vont suivre. Alors, à titre d'information, cette année, avec la classe 2022, ils sont 16e, 16e meilleure classe de recrutement, avec 10, 4 étoiles. Voilà, et notamment 11 arrivées depuis le portail des transferts, dont Elio va vous parler maintenant lors de sa présentation du roster. Alors ouais, déjà pour revenir sur le portail des transferts, faut pas oublier que Cristobal, c'est quelqu'un qui sait très très bien utiliser les joueurs transférés dans son équipe, hein, on l'a vu du côté d'Oregon. Au niveau de la saison 2022 en attaque, on aura déjà une très belle QB room avec en tête d'affiche Tyler Van Dyke, bien évidemment, qui sera sophomore et qui sera titulaire indiscutable. La saison dernière, alors il reprend le flambeau hein, d'Eric King qui s'est de nouveau blessé, qui était pressenti, enfin qui devait être titulaire. Il reprend le flambeau un petit peu après le début de saison. Van Dyke, il lance 3 milliards, 25 touchdowns, 6 interceptions. Il a, c'est quelqu'un qui impressionne beaucoup. Énormément d'observateurs l'annoncent comme un très gros potentiel pour la NFL. Et Euh, il est éligible dès cette année, hein, parce que l'année dernière, il était redshirt freshman, donc ouais, il a joué 3 ans. éligible dès cette année, quelqu'un avec un gros bras, très belle vision. Bon, alors il n'est pas ultra athlétique, enfin il va pas te courir 100 yards par match, loin de là, mais c'est quelqu'un qui dans les airs est assez impressionnant. Il aura un excellent remplaçant qui a un petit peu même profil, pareil, un gros lanceur, Jake Garcia, qui est un redshirt freshman, hein, qui était un des gros noms de sa classe de recrutement, qui était passé, on se rappelle, pendant le Covid, il était allé, il jouait au lycée en Californie, sauf qu'il allait jouer au lycée en Géorgie parce que la Géorgie continuait de jouer au football au niveau lycéen pendant le Covid. Enfin voilà, mais pareil, un des très gros noms de ces dernières années. Et puis il y a aussi, je crois qu'il y a Jackery Brown en rookie qui est 4 étoiles. Il y en a encore un autre. Très belle QB room, mais ce qui va nous importer le plus, c'est le poste running back, parce que on a parlé de ça. Cristobal et Josh Gattis sont très orientés sur la course. Alors, en 2021, en ACC, ils avaient la pire moyenne de yards par portée, Miami, 3,69 yards.
Mais cette année, ça devrait aller beaucoup mieux. Ils ont le retour de Jalen Knighton, qui est sophomore, qui a couru pour 560 yards et 8 touchdowns l'année dernière et qui sait aussi catcher des ballons. Bon, il a raté les entraînements de printemps à cause d'une blessure, mais il devrait être titulaire. Et puis, il y a l'arrivée sur le portail des transferts d'Henry Parrish, qui est un ancien 4 étoiles, qui était à Ole Miss. C'est très surprenant cette arrivée. C'est très surprenant l'entrée de Parrish sur le portail des transferts, tant Ouais. Enfin, bah, surprenant d'abord parce qu'en fait c'était une arrivée un peu anecdotique. On savait pas, enfin on pensait pas du tout qu'il allait être titulaire. Avec le spring game qu'il a fait, bah là on commence à l'apercevoir en tant que titulaire. Puis l'année dernière, il partageait les jeux à Ole Miss avec Jarion C'est Lee et beaucoup de Snoop ballons. Connor. Et en partageant les jeux avec deux autres excellents running backs, parce qu'il faut dire, pour du college football, ils étaient excellents. 550 yards en tout sur la saison. Donc Henry Parrish, très grosse addition. Et il y a derrière deux joueurs encore qui suivent, deux anciens, enfin deux 4 étoiles, Shaney et Citizen. Voilà. Donc un jeu à la course qui devrait vraiment marcher parce qu'il y a une très bonne O-line également qui va pouvoir protéger Van Dyke et ses running backs avec 4 starters de retour. Bien évidemment, le left tackle star Zion Nelson, 1m96, 143 kg, un must-watch pour tous ceux qui aiment les left tackles et qui en auront besoin pour leur future O-line, notamment NFL. Hein. C'est quelqu'un d'annoncé très haut et c'est vraiment l'année de son explosion normalement. Il sera accompagné du centre Jackie Clark. Les deux ont starté pour 32 matchs, donc énorme expérience. Le right guard qui était deuxième team ACC en 2021 et puis Cristobal qui a ramené via le portail des transferts deux gros noms, deux gros intérieurs O-line d'Oregon, dont un des meilleurs guards de la saison 2000. Enfin, un des meilleurs guards lycéens de 2020. On a aussi, alors on va passer aux airs un petit peu parce que voilà, faut donner de quoi manger à Monsieur Van Dyke. Déjà, les deux meilleurs receveurs 2021 sont partis, Charleston Rambo, hein, l'ancien d'Oklahoma, et Mike Harley qui sont en NFL désormais. On a une arrivée, encore une fois, sur le portail des transferts de Frank Ladson, le junior qui arrive de Clemson, qui est de base un natif de Miami, qui était une très grosse recrue à l'époque, je crois le troisième ou quatrième meilleur receveur de sa classe, qui n'a pas explosé à Clemson. On sait que Clemson a eu aussi quelques soucis la saison dernière dans les airs. Donc voilà, il y a tout un potentiel qui peut se créer. Et puis après, derrière, voilà, il y a pas mal de joueurs qui vont devoir step up. Je pense à Keishon Smith qui, avec Restrepo, je ne sais plus son prénom. C'est Xavier, Euh, Xavier Restrepo. Xavier. Mais globalement, c'est la critique que fait Hurricanes France, que je vous invite à aller suivre, c'est que il y a des receveurs talentueux, mais il y a beaucoup trop de scories en fait. Ça drop beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vraiment le premier défaut à corriger pour que l'attaque aérienne soit bonne l'an prochain. Mais en parlant d'attaque aérienne, il n'y a pas que le poste receveur, justement. Il y a le poste tight end qui va être très, très important dans le système de Josh Gattis, Gus. Ouais, bon, déjà, Josh Gattis utilise beaucoup les tight ends. Et bah, c'est cool qu'il soit à Miami parce que Miami, c'est un peu une université quand même qui est reconnue pour ses tight ends. Elle est clairement dans le débat pour être la tight end U, tight end University, avec notamment des joueurs comme Greg Olson, Jimmy Graham, Njoku, Brevin Jordan. Enfin, c'est quand même des beaux noms qui font les belles heures et qui ont fait les belles heures de la NFL. Je pense notamment à Olsen. Alors, il devrait jouer à deux tight ends avec le senior Will Mallory qui était à 1000 yards et 11 touchdowns. Euh, bon, pas l'année dernière, mais il a joué les deux dernières saisons. Donc voilà, sur ces deux dernières années. Et le sophomore Elijah Arroyo. Je vous conseille de garder un œil sur le true freshman de l'IMG Academy, Jail Skinner, qui lui est une sorte de freak. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à Brevin Jordan et dans une moindre mesure à Kyle Pitts. Voilà. La conclusion de cette attaque, Elio, bah, c'est que Gattis va orienter principalement le jeu sur la course, comme il l'a fait à Michigan. La O-line et les running backs vont l'aider. Voilà, donc là, tu vas aller chercher, tu vas faire jouer là où tu as le plus de talent. En revanche, c'est un petit peu faible chez les receveurs. Donc voilà, il va falloir que ça bosse de ce côté-là s'ils veulent avoir une attaque plus multidimensionnelle. Tout à fait, tout en ayant un excellent quarterback qui peut peut-être un petit peu corriger tout ça. Donc voilà, une attaque qui s'annonce explosive. Du côté de la défense, c'était aussi compliqué en 2021 au niveau des plaquages notamment. C'était la 128e équipe du pays à plaquer, donc vraiment, vraiment bas. Il y a beaucoup de rotation dans cette défense pour 2022. Il y a peu de starters de retour. Déjà, on va s'orienter vers les DB
Parce qu'au niveau des DB, on a 2 gros départs. La paire de safety Booba Bolden, qui est chez les Seahawks en NFL maintenant, et Amari Carter. Mais il y a un trio intéressant qui se profile derrière et qui a déjà vu un petit peu le terrain. Il y a notamment Avante Williams qui sera là, qui était le 2e safety lycéen en 2020, qui avait été écarté de l'équipe suite à des allégations de violence domestique. Donc bon, difficile à dire, mais ça reste Miami, hein, voilà. Et puis on a aussi du bon personnel au niveau du post cornerback avec le junior Tyreke Stevenson, qui était une très grosse recrue à l'époque, un transfert de Georgia et qui sera numéro 1 au poste, bien évidemment. On s'attendait à ce qu'il puisse éventuellement aller vers le monde professionnel cette année. Il a attendu une saison de plus. Il sera accompagné également de Daryl Porter Jr. qui arrivait sur le portail des transferts de West Virginia, qui a été franchement assez bon. Donc voilà, c'est un poste. Le poste DB majoritairement est assez stack avec pas mal d'expérience. Et puis il y a également l'arrivée. Il y a également le sophomore 5 étoiles James Williams, voilà, qui peut jouer dans le backfield. Donc il y a quand même des noms assez ronflants et qui pourront être impactants pour la saison 2022. Au poste linebacker, par contre, il n'y a pas de titulaire défini encore. On ne sait pas vraiment. Alors on a encore une fois une arrivée sur le portail des transferts en la présence de Caleb Johnson, hein, qui était une très grosse recrue de JUCO, je crois le 2e meilleur linebacker de JUCO. Il était allé à Texas, il avait transféré à UCLA. Là, il a eu un waiver pour transférer à Miami. Il sera probablement accompagné de Corey Flagg, qui est un sophomore, qui en étant freshman en 2021 était le meilleur plaqueur de l'équipe. Il avait aussi également eu 3 sacs et une interception. Donc voilà, c'est un petit peu le duo qui devrait se profiler. Et au niveau de la D-line, c'est là où il y a un énorme turnover avec l'arrivée de 5 joueurs en transfert. Donc je ne vais pas tous vous les citer. Mais on a Hakeem Mesidor qui vient de West Virginia, qui était un des D-line les plus attendus sur le portail des transferts. On a Darrell Jackson qui est un sophomore maintenant, qui était un jeune joueur très très talentueux du côté de Maryland. Du coup, pour l'avoir vu jouer, ça, je peux vous le garantir et beaucoup d'observateurs le disaient. Et puis, il y a 3 joueurs assez d'expérience hein, qui viennent de UAB, USC, UCLA, qui sont tous pressentis pour être starters, qui étaient tous starters dans leur fac respective. Et on a également la bête humaine, Leonard Taylor, l'ancien 5 étoiles qui est sophomore, auteur de 2 sacs pour sa première année, qui peut vraiment et littéralement exploser pour 2022. Donc une D-line qui va devoir s'assembler parce que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas encore forcément joué ensemble, mais qui par contre a un potentiel énorme sur le papier, beaucoup d'expérience, plus Taylor derrière en tant que star. Donc globalement pour cette défense, c'est un gros boulot de reconstruction, mais le talent y est. Et Kevin Steele, c'est vraiment un expert en tant que défensif coordinateur. Il a eu énormément de gros joueurs sous sa watch, j'ai envie de dire, mais je sais Sous plus. son Bref, aile. sous son aile. Merci Gus, sous son aile. Donc voilà, je pense qu'il saura modeler cette défense. Il va falloir le faire assez rapidement. Quoi qu'en ici, tu as peut-être un peu le temps de temps en temps. Tu les attaques. Gus, comment ça se passe au niveau du Alors calendrier des attends. Hurricanes? Je suis pas d'accord, hein. Les attaques de ACC sont excellentes, hein. Quand tu vois tous les bons quarterbacks qu'il y aura cette année, hein, les Devin Leary, Brennan Armstrong, bon, d'ailleurs Van Dyke, il est dans l'équipe, ou Grant Wells à Virginia Tech, etc. Non, non, ça sera. Je pense qu'il y aura des bonnes attaques cette année en ACC et ça va vraiment mettre Kevin Steele Justement, au révélateur. non, justement, tu sais quoi? Tu vas nous parler du calendrier et je pense pas qu'il y a tant de bonnes attaques que ça qui va affronter Miami cette année. On va en parler tout de suite. Alors, le calendrier de Miami est découpé en 2 parties. Déjà, 4 premiers matchs interconf, puis une semaine, une bye week, et puis après, bah, ça part sur un calendrier full conférence ACC. Alors, les 4 premiers matchs, il y en aura 3 des cupcakes. Ce sera des victoires à chaque fois. Bethune-Cookman, l'équipe de Jordan Avicet. Faut regarder le match, les gars, ça sera à 21h30 en plus sur les ACC Network. Southern Miss, victoire. Middle Tennessee, victoire. En revanche, il y aura un déplacement à Texas A&M, à College Station. C'est un très beau match à voir. Ça, je pense aussi, il faudrait vérifier, mais une rencontre qu'on n'a pas dû beaucoup voir dans l'histoire entre les Hurricanes et les Aggies. Et après, bah, voilà, calendrier ici, North Carolina, Virginia, Duke, Virginia, Florida State, Georgia Tech, Clemson et Pitt. Toi, Elio, tu vois quoi comme bilan et comment tu vois la saison des Canes?
Je vois plus une année à 9-3 avec défaite du côté de Texas A&M. Je pense que ça va être beaucoup trop juste pour Miami, surtout dès la troisième week après avoir joué deux équipes beaucoup plus faibles. Défaite contre Clemson également parce qu'on en a parlé, mais on voit un plus gros Clemson cette année, hein. Il y a Dabo Swinney qui va avoir sa revanche un petit peu. Et voilà, il y a toujours une autre défaite qui va se glisser là-dedans. Ça peut être Virginia, ça peut être Virginia Tech, ça peut être, enfin voilà, Cristobal. On sait qu'à Oregon, il y avait toujours une défaite dans la saison qui était inattendue, tu vois, face à une équipe inattendue. Et je pense que ça va faire la même cette année. Alors, je vois bien Miami remporter les l'ACC Coastal. euh, Parce que les autres gros noms, et notamment des équipes qu'ils affrontent, ont perdu leur quarterback titulaire, hein. Je pense à North Carolina avec Sam Howell, je pense à Pitt avec Kenny Kenny Pickett. Pickett. Ouais, tu vois, il y a pas mal d'équipes en reconstruction, Virginia Tech également. Donc voilà, un petit peu compliqué pour certaines autres équipes de l'ACC Coastal. Puis, à côté de ça, Clemson qui a un petit peu plus d'arguments pour remporter les CC. Rien n'est impossible. Je sais pas, toi, Gus, est-ce que tu penses que ça peut être une belle saison pour les Canes? Moi aussi, je pars sur un 9-3, défaite face à Texas A&M, Clemson et une autre cadeau. Je suis très confiant pour Miami. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de maturité. On n'en a pas parlé au départ, mais il y a seulement un joueur qui a été drafté en 2021, donc il y a beaucoup de joueurs de retour dans l'effectif. Ils sont allés chercher de très bons joueurs sur le portail des transferts, à commencer par Mesidor, mais ils ont surtout un quarterback qui peut potentiellement être élite et faire partie des meilleurs de tout le pays. Pour moi, ce sont beaucoup d'ingrédients, et encore, je n'ai pas parlé des coachs qui peuvent faire de Miami une équipe contender en ACC et je pense que ce sera le cas. Voilà. Eh bien, merci tout le monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut à tous, salut Gus. Salut à tous.